Wikipédia a fêté ses 20 ans mi-janvier et fait partie aujourd'hui des sites les plus visités en France. Derrière ce site, une audience à peu près de 500 millions de visiteurs uniques par mois, et surtout une utopie californienne, qui était de partager le savoir au plus grand nombre, cela avec une structure sans actionnaire. L'open data, c'est-à-dire ouvrir ces données au plus grand nombre, suit le même principe, rendre accessible au plus grand nombre des données publiques qui peuvent être manipulées, exploitées au service des concitoyens. L'open data offre aussi la possibilité de créer des services et des produits qui vont faciliter le quotidien des gens. En 2020, en pleine expansion d'une pandémie mondiale, Guillaume Rosier, un étudiant en fin de cursus, décide de monter un graphique pour suivre l'évolution des cas de Covid en France et en Italie. Presque un an plus tard, ce graphique est devenu une plateforme qui accueille aujourd'hui 700 000 visiteurs uniques par mois, allant des données hospitalières, du nombre de vaccinations et bien évidemment les cas de Covid dans le monde. Cette histoire raconte la transformation inédite des relations entre acteurs publics et citoyens. Ça questionne aussi le rôle des entreprises privées à faciliter l'accès à la donnée. Pour en parler, nous accueillons Guillaume Rosier, fondateur de Covid Tracker, et Thomas Hillet, Chief Data Officer chez Le Bon Coin. Salut Guillaume. Salut Thomas. On est ravis de te recevoir aujourd'hui pour cet échange autour de l'open data. Moi je suis au Bon Coin depuis 2014 et on diffuse et on partage beaucoup la donnée du Bon Coin au monde extérieur. On a beaucoup de sujets et de projets en ce moment sur la plateformisation de notre data. Ça nous semblait être le moment idéal pour faire parler sur l'expérience Covid Tracker, sur la genèse et le pourquoi tu t'es lancé dans cette histoire-là. Donc encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir dans vos magnifiques locaux. Je suis vraiment heureux d'être ici. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, juste après ou même pendant tes études, t'es venue cette idée de lancer une des plateformes qui est aujourd'hui la plus consultée par les Français sur le suivi de la pandémie? Oui, alors c'est vrai que ce projet, c'est assez rigolo parce qu'en fait, j'ai commencé à le développer sur mon temps personnel, vraiment le soir, le week-end. Et puis, en fait, j'ai jamais eu d'ambition, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, Guillaume, tu vas créer Covid Tracker, des millions d'utilisateurs vont l'utiliser, tu vas être invité dans des conférences, dans des tables rondes, sur les plateaux télé. Vraiment, à aucun moment, je me suis dit ça. Et donc, c'est ça qui est très rigolo avec le projet, c'est que ça a commencé très progressivement. Et puis finalement, si c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est vraiment sous l'impulsion de la demande. Je pense que les gens vraiment avaient besoin de ça. Et donc, comment le projet est né? En fait, le 5-6 mars, donc là, j'étais en stage de fin d'études d'école d'ingénieur en tant que data scientist. Et en fait, je me disais, mais où en est l'épidémie? On parlait très peu de l'épidémie, ouais. C'était 12 jours avant qu'on soit confiné en France. C'était 4 jours avant que l'Italie soit confinée, c'est une éternité alors que tout va très vite dans cette épidémie. Et donc je me suis dit, mais en fait, on parle très peu de l'épidémie dans les médias, etc. Ça devient tendu, on voyait que ça devenait tendu en Italie. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, en France, on en est où? Est-ce que ça va vraiment si bien que ça en France? Ou est-ce qu'on est dans la même dynamique que l'Italie? Et donc j'ai commencé à faire un graphique tout simple, une image avec le nombre de cas en France et en Italie en fonction du temps. Okay. Et cette donnée, tu étais allé la chercher déjà à l'époque sur les portails qui te mettent à disposition la donnée? Exactement. Alors en fait, à l'époque, Santé publique France, par exemple, ne collectait pas de données en France, ne centralisait pas les données sur les cas, sur les décès en France. Et donc en fait, j'ai dû aller la chercher sur Johns Hopkins University, okay, qui est une université américaine qui est un peu devenu l'agrégateur mondial des données sur la Covid, en tout cas en termes de cas et de décès. Et donc ils le font toujours, ils agrègent les données de chaque pays. Et ensuite, ils les publient en open data de manière libre. Et donc j'ai pris ces données-là, et en fait, je me suis rendu compte que l'épidémie explosait en France de la même manière qu'en Italie, avec la même croissance exponentielle, mais décalée de 8 à 9 jours. Et donc en fait, on ne se rendait pas compte encore okay, la situation. Donc ça a commencé comme ça. Et comment tu passes de ça? Parce que moi, par exemple, en tant qu'utilisateur, je me souviens, j'ai passé mon mois d'avril et mon mois de mai à suivre des personnes qui publiaient ce genre de graphiques sur LinkedIn. Donc par exemple, tu aurais pu faire ça. Et comment tu passes de ça à te dire, en fait, moi, je ne vais pas seulement publier des graphiques, je vais en faire un site covidtracker.fr, quoi.
Et ben en fait, ça a commencé comme ça. Tu as parlé de LinkedIn, mais moi, j'ai commencé avec Twitter plutôt. C'est-à-dire que en fait, cette image-là, je l'ai partagée, je l'ai envoyée à ma famille, à mes amis en message, et je l'ai mise sur Twitter quelques jours plus tard. Et puis en fait, tous ces gens-là étaient très intéressés pour avoir une réactualisation de l'image le lendemain, le surlendemain, etc., pour voir si on était toujours dans la même dynamique. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça pénible de refaire l'image tous les jours, d'aller chercher les données, de refaire l'image, de l'envoyer. Et donc je me suis dit, en fait, je vais faire une page internet où je mets l'image dessus et ensuite je donne le lien aux gens. Comme ça, ils peuvent consulter l'image à jour sans me demander au préalable, sans que je leur envoie au préalable. Et donc, le site, tu le lances à quel jour exactement? Et donc en fait, ça a commencé comme ça à la fin du mois de mars. Et puis au début, je me suis dit, bon, ce site, il va durer quelques jours, il va y avoir 10 vues ou 15 vues maximum. Et donc en fait, j'ai acheté le nom de domaine guillaumrosier.fr, enfin mon nom et mon prénom, en me disant, après, je mettrai mon CV dessus, ça me resservira, c'est pas de l'argent perdu. Et puis en fait, au bout de 2 semaines, il y avait déjà 20 000 vues pour quelque chose que j'estimais être très, très basique, très artisanal. Et donc je me suis dit, il y a vraiment une réelle demande. Et donc c'est là ensuite que j'ai décidé de transformer ça en Covid Tracker avec un nom un peu plus détaché de mon nom à moi, un peu plus pro. Et puis un logo, une image. Et ensuite, c'est comme ça que le site s'est développé. Au fur et à mesure des semaines et des mois, on a rajouté des nouveaux graphiques, des nouvelles pages, des nouvelles fonctionnalités, vraiment très progressivement. Et puis aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est. Mais en fait, je ne peux que constater ce que c'est devenu a posteriori. À aucun moment, en fait, on s'est dit, à aucun moment, je me suis dit, je vais faire ce site énorme. À aucun moment, j'avais cette ambition. Donc c'est ça qui est vraiment très rigolo. Et puis ça montre aussi qu'il y a une demande qui est énorme des utilisateurs de comprendre vraiment les données, de les mettre dans leur contexte pour comprendre, parce qu'une donnée brute, isolée, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, donc c'est important, je pense, de la visualiser, de créer des indicateurs de performance. Et justement, sur ce point-là, je pense qu'il y a, en tout cas à titre personnel, je trouve qu'il y a un élément différenciant important sur Covid Tracker, c'est cette ligne un peu éditoriale que tu apportes, la manière d'expliquer les chiffres de manière assez basique, compréhensible par quasiment tout le monde. Ça, comment tu l'as... parce que tu l'as dit, tu étais en école d'ingé. Ouais. En gros, Covid Tracker, c'est quand même, il faut une multitude de palettes pour que ça fonctionne, quoi. Comment tu as défini cette ligne éditoriale? Comment ça a grandi dans le temps? En fait, cette ligne éditoriale, elle est venue très naturellement parce que vu qu'au début, j'avais envie finalement, au début le projet finalement c'était égoïste, j'avais envie moi de comprendre l'épidémie. Donc j'ai fait un graphique initialement pour moi, ensuite je me suis dit je vais le partager aux autres, mais donc le partager de façon neutre, c'est-à-dire que moi j'avais aucune envie ni de rendre l'épidémie plus grave que ce qu'elle n'est, ni de la rendre moins grave. Et donc en fait cette ligne éditoriale neutre, parce que notre ambition c'est de comprendre vraiment les données sans les modifier, sans les biaiser, en fait elle est venue très naturellement via le début du projet. Et puis aussi, il y a un côté très important qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en contexte des données. Et donc, en fait, je pense qu'un des éléments déclencheurs au début qui a vraiment déclenché la popularité les premières semaines, c'était qu'en fait, on était dans une période fin avril où l'épidémie régressait en France. Donc, globalement, c'était très clair, elle progressait de moins en moins, il y avait moins de décès, etc. Et puis, un journaliste sur Twitter a relayé une dépêche AFP en disant le nombre de décès aujourd'hui augmente. Donc sous-entendu, ça repart. Mais en fait, il comparait le nombre de décès du lundi avec le nombre de décès de la veille, qui était un dimanche, et on sait qu'il y a de fortes irrégularités dans la semaine parce qu'on a moins d'employés qui saisissent les données le week-end, et donc le lundi, on a un rattrapage. Et donc ça m'avait un peu énervé, et donc j'avais réagi à son tweet, et ma réaction avait été très partagée, où donc je lui avais démontré que c'était pas une bonne idée de raisonner avec les données brutes, mais qu'il fallait les contextualiser, faire ce qu'on appelle des moyennes mobiles pour lisser ces irrégularités-là, de manière à vraiment voir la tendance générale et pas juste les données brutes. Et donc, c'est ce genre de choses ensuite au début que j'ai fait pour moi, pour comprendre, et ensuite je me suis dit il faut le partager aux autres pour que peut-être que ça intéresse d'autres personnes, et manifestement oui. Et ça, ce type de relation que tu décris, c'est... Justement, toi, c'est quoi ta perception sur... parce que quelque part, tu utilises de la donnée publique, mais en tant qu'acteur privé. Et donc, quelque part, tu as une sorte de rapport de force, ou en tout cas de relation avec la presse. On t'a vu énormément, puis tu nous en parlais tout à l'heure, on t'a vu énormément dans la presse.
On a vu aussi dernièrement, si je ne dis pas de bêtises, une prise de parole de ta part sur les données de vaccination. Comment tout ça, ça a évolué et comment à ton âge, et sans indiscrétion, je ne te demanderai pas ton âge, mais comment à ton âge tu gères ça? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une chose qui est intéressante qui est, je pense, la relation citoyen-pouvoir public, notamment sur l'open data. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, toute l'initiative est partie du fait que Santé publique France, finalement, a décidé de publier des données en open data de manière libre et des données d'assez bonne qualité, assez exhaustives. Par exemple, pour les cas, on a les cas par tranche d'âge, par département, et ça chaque jour. Et donc, en fait, c'est parti de là, au printemps dernier, et c'est ça qui nous a donné l'idée de développer le site, de faire des fonctionnalités, etc. Mais on n'aurait jamais pensé à tout ça sans Santé publique France. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a quelque part, il y a un retour. Parce que maintenant, en fait, ces organisations-là publient certaines données parce que nous, consommateurs d'open data, on les demande. Et parce que finalement, on crée quelque part des usages auxquels eux-mêmes n'avaient pas imaginé. Et donc maintenant, eux-mêmes nous contactent pour dire quelles données on pourrait vous fournir de manière à ce que vous fassiez des choses plus exhaustives, etc. Donc c'est vraiment très intéressant cet échange, cette communication entre les pouvoirs publics et les citoyens dont je fais partie, qui réutilisent les données en open data. Comment tu as géré les évolutions de Covid Tracker? Parce que ce qu'est Covid Tracker aujourd'hui, c'était pas forcément Covid Tracker il y a au mois d'avril ou mai l'année dernière. Comment ça a évolué? Tu parlais de Twitter tout à l'heure. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours utilisateurs qui t'ont dit Guillaume, il faudrait absolument que tu nous éclaircisses sur ce point? Comment ça s'est passé? Oui, ça se fait énormément. Le développement du site et puis des analyses d'une manière générale se fait énormément grâce au retour des utilisateurs. Ces retours, ils peuvent être directs. On reçoit beaucoup de mails qu'on essaye de lire avec des suggestions vraiment très intéressantes. Et régulièrement, on fait aussi des retours un peu plus volontaires, où par exemple, je fais de temps en temps des sondages sur Twitter pour demander l'avis des gens. Je demande l'avis des gens aussi, et ça nous donne des idées. Je pense que Covid Tracker n'aurait jamais été ce qu'il est actuellement sans le retour des gens. Il y a plein de fonctionnalités qu'on n'aurait jamais fait ou qu'on aurait fait différemment. Vraiment, le retour des gens a une influence très directe sur Covid Tracker. D'ailleurs, le site n'aurait jamais existé sans les gens. C'est le retour des gens qui nous motive. Et toujours aujourd'hui, à chaque fois qu'on sort quelque chose, les gens nous disent on adore. Et donc ça nous motive à faire d'autres choses. Et puis les gens nous disent aussi ça serait bien de faire ça. En fait, ils veulent toujours plus, toujours mieux. Et donc nous, ça nous pousse aussi à faire toujours plus, toujours mieux. Donc c'est clair que l'influence, elle est énorme. Et tout à l'heure, tu parlais de ce concept-là. Alors, c'est un concept qui, au Bon Coin, est assez important. Tu parlais d'être consommateur de données. Est-ce que, et de par ta formation, tu disais que tu étais en formation data science, est-ce que tu as eu à un moment donné la tentation, même si tu ne l'as jamais publié sur Covid Tracker, mais est-ce que tu as eu la tentation d'aller un cran plus loin, et notamment peut-être d'essayer de te lancer dans de la prédiction des chiffres que tu peux avoir? C'est-à-dire que là, tu consommes des chiffres réels d'open data, mais est-ce que tu as eu cette tentation-là d'aller plus loin et pourquoi pas publier de la prédiction sur le site? Alors aujourd'hui, on est 9 à travailler sur Covid Tracker, mais finalement, aucun de nous n'est ni épidémiologiste ni médecin, donc on reste très humble et on évite de faire des prédictions ou autres. Mais il y a une personne qui travaille sur un modèle et qui applique un modèle épidémiologiste qui s'appelle SEIR, qui est assez connu, de manière à essayer de comprendre les facteurs qui influent sur l'épidémie. Et puis par ailleurs, on fait aussi quelques projections, mais qui sont donc des projections avec des hypothèses, comme le fait d'ailleurs l'Institut Pasteur par exemple, en partant du principe que l'épidémie va évoluer de la même manière dans les prochains jours, dans les prochaines semaines que dans les derniers jours. Et donc on reste vraiment très prudent, on affiche vraiment à l'utilisateur, on lui indique vraiment que c'est vraiment des projections et pas des prédictions, que c'est pas fiable et que voilà, qu'il faut faire vraiment très attention en lisant ces projections. Mais c'est utile, dans certaines périodes c'est très utile, par exemple lorsqu'on est dans une phase exponentielle croissante, comme c'était le cas entre fin août et octobre par exemple. C'est très utile parce que finalement on arrive à très bien projeter la situation à 1 semaine ou 2 semaines, parce qu'on est dans une croissance exponentielle avec un taux de croissance qui est relativement stable. Et donc ça permet de voir quelle sera la situation dans les hôpitaux à 1 semaine, à 2 semaines. Donc ça a un intérêt, mais voilà, il faut rester très prudent. Et puis on est aussi, on interagit beaucoup avec des médecins, des épidémiologistes qui nous conseillent, qui nous font des retours, qui nous donnent les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber.
Mais voilà, on essaye de rester quand même très prudent sur ce domaine-là. Et à l'instant, tu parlais de fiabilité. Est-ce que souvent dans la donnée, dans l'usage de la data, c'est toujours un vaste sujet. Est-ce que tu as rencontré, toi, des problèmes depuis le lancement de qualité de cette donnée-là? Est-ce que, par exemple, tu t'es retrouvé des matins un peu face à un souci sur les données de la veille ou des choses un peu qui peuvent arriver comme ça dans le quotidien? Oui, ça arrive régulièrement. Alors globalement, je tiens à préciser qu'on a des données qui sont d'une très bonne qualité, donc je remercie Santé publique France pour ça. Mais évidemment, alors, on a des problèmes qui sont récurrents, des problèmes sur les données à corriger. Typiquement, tout à l'heure, je parlais des variations, par exemple, sur les décès entre le dimanche et le lundi. Ça, quelque part, c'est un problème à corriger qui est permanent, donc il est facile à corriger, il est facile à détecter et facile à corriger. En l'occurrence, on fait des moyennes mobiles, donc chaque jour, on le remplace par la moyenne des 7 jours centrés sur ce jour-là. Ça permet de prendre en compte un jour qui est très fort, un lundi, un jour qui est très bas, un dimanche, et voilà. Et comme ça, on peut comparer vraiment un jour avec le précédent. On a aussi des problèmes qui sont de qualité, qui sont spontanés, qui arrivent un peu n'importe quand. Ceux-là, on peut très difficilement les prévoir. Par contre, il faut les corriger très vite. Typiquement, il y a quelques semaines, par exemple, sur le nombre de cas, tous les nombres de cas étaient doublés. C'est-à-dire qu'on avait le double du nombre de cas pour chaque jour. Donc là, c'était un problème qu'on pouvait difficilement prévoir. Mais qu'il a fallu corriger, que nous on a dû corriger parce que sinon tous les graphiques allaient être complètement faux, toutes les statistiques fausses, etc. Et donc c'est pour ça en fait que ça nous pousse techniquement à avoir une infrastructure qui est très flexible. C'est-à-dire qu'il faut, en cas de besoin, pouvoir être très réactif, pouvoir corriger une donnée très rapidement et ensuite que ça soit visible sur le site, que ce soit en production au bout de quelques minutes. Parce que maintenant, il y a tellement d'utilisateurs qui consultent le site qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une donnée fausse pendant plusieurs heures d'affilée sur le site. Et donc, ça nous a vraiment poussé à maintenir une infrastructure qui était finalement légère, mais très flexible. Et justement, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette infra et les différentes technos qui gèrent aujourd'hui et qui dirigent Covid Tracker? Oui, alors c'est un peu en train d'évoluer, ça évolue en permanence, mais donc il faut garder à l'esprit que le site finalement n'a jamais été planifié. À aucun moment on s'est dit on va faire ce site-là. Et donc finalement, même jusqu'à l'automne, donc 6 mois après sa date de création, j'aurais jamais imaginé arriver là où on est maintenant. Et donc à aucun moment, du coup, on a planifié, on s'est dit bon d'accord, on va utiliser telle technologie, on va faire telle infrastructure, etc. Ça s'est fait vraiment itérativement. Et donc maintenant, on peut dire qu'il y a des choix qu'on n'aurait pas fait, qui auraient été différents, mais à l'époque c'était une évidence, sachant ça. Et puis en fait finalement, on a trois contraintes principales. La première, c'est que au début c'était dans l'urgence. L'épidémie évolue de jour en jour, on ne pensait pas qu'elle durerait si longtemps, donc il fallait quelque chose très très rapidement. La deuxième contrainte, c'est la flexibilité, j'en ai parlé, s'il y a un problème de qualité de données ou autre, il faut pouvoir réagir très vite. Des fois on a des nouvelles données, là par exemple on a des données sur la vaccination, il faut les prendre en compte très vite, faire des nouvelles pages, des nouvelles fonctionnalités avec ces données-là. Et puis la troisième, c'est les moyens, les ressources qui sont très limitées. Puisqu'au début, j'étais tout seul et en dehors de mon stage, donc j'avais quelques dizaines de minutes par jour, ressources financières extrêmement limitées aussi. J'étais étudiant, donc je ne pouvais pas investir 10 000 € dans une infrastructure. Et donc, en fait, ces trois contraintes ont vraiment défini ensuite l'infrastructure du projet. Et donc, en fait, sur le site, il y a deux parties. Il y a la partie data, la partie données. Et donc là, c'est des scripts en Python qui vont automatiquement aller voir si des nouvelles données sont disponibles. Si oui, ces scripts vont télécharger les nouvelles données, ils vont les traiter, c'est-à-dire qu'ils vont enrichir les données avec d'autres sources de données. Typiquement, par exemple, sur les données de réanimation pour Covid, on va chercher aussi le nombre de lits de réanimation qu'on avait en temps normal. Et donc ça, c'est une statistique de l'adresse, par exemple. Et donc il y a un enrichissement des données. C'est à cet endroit aussi qu'on corrige les éventuels problèmes de qualité, typiquement les moyennes mobiles et plein d'autres problèmes de qualité. Et puis ensuite, les données sont réexportées une fois nettoyées, une fois enrichies, et les graphiques sont générés en Python à ce moment-là. Donc ça, c'est la partie vraiment data.
et qui est très légère, du coup, qui est très flexible, puisque c'est des scripts Python, et donc en quelques minutes, on peut modifier un script, et ensuite, en quelques minutes, ça part en production, et donc le site est mis à jour. Et puis il y a la partie web, la partie site web, donc le site auquel l'utilisateur accède. Et là, il faut savoir que j'avais aucune compétence en développement web quand je me suis lancé. Okay. J'avais jamais eu aucun cours de web, c'est pas ma formation. Et donc j'ai dû me former et il fallait faire quelque chose très rapidement. Et donc j'ai pris un hébergeur avec un site WordPress, pour ceux qui connaissent, un CMS, pour avoir un site. Voilà, en quelques minutes, j'avais un site qui était peu robuste, peu flexible, mais au moins j'avais quelque chose. Et donc c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, on a toujours une base WordPress, mais qui a été très largement modifiée. Maintenant, la plupart, on a fait un thème custom, un thème maison. La plupart des pages sont entièrement maison. Et puis, on est en train de faire évoluer le site vers des nouvelles technologies. Donc ça devrait être bien transformé dans les prochains jours et dans les prochaines semaines pour que ce soit beaucoup plus léger et surtout pour que, vu que le site est entièrement open source, pour que la communauté puisse participer de façon beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide si la communauté veut rajouter une nouvelle fonctionnalité ou changer un élément. Okay. Mais donc voilà, cette infrastructure, finalement, elle est très légère, elle peut paraître presque artisanale par rapport à la taille du site et à sa popularité, mais finalement, c'est aussi une force parce qu'elle est extrêmement flexible et vraiment, en quelques minutes, on peut modifier un composant, on peut le mettre en production. Et donc aujourd'hui, c'est aussi une force et ça nous a permis de répondre aux besoins d'urgence et donc de sortir quelque chose très très rapidement. Et tu parlais au tout début, tu disais que dès les premiers jours, les premières semaines, il y avait déjà des milliers, tu parlais de 20 000 pages vues, je crois, au début. À un moment donné, est-ce que Covid Tracker, ça a été victime de son succès? En gros, est-ce que oui. Un matin, tu t'es réveillé et boum, plus rien? Oui, alors c'était pas un matin, c'était un soir. Ouais. Au bout de plusieurs semaines, donc au début j'avais pris un hébergeur avec un package, c'est-à-dire qu'ils m'ont fourni un WordPress qui était installé, une base de données MySQL qui était installée, un PHP qui était installé. Enfin, pour moi, c'était très facile, mais j'avais aucune compétence en web. Ouais. Mais l'inconvénient, c'est que j'étais très limité, notamment en termes de requêtes SQL. Je ne sais plus à combien on était limité, mais c'était plusieurs centaines de milliers par heure. Ça paraît beaucoup, mais à ce moment-là, en fait, Covid Tracker avait été mis en avant sur le site du gouvernement data.gouv.fr, qui est le site qui rassemble tout l'open data du gouvernement. Et donc un soir, vers 7-8 heures, ça a attiré énormément de monde. Et donc j'ai commencé à recevoir des messages me disant qu'il y avait un souci sur le site. Et en fait, le site avait complètement explosé, la base de données avait complètement explosé. Et donc en fait, quand on allait sur le site, on avait, pour l'anecdote, on n'avait même pas une page blanche ou une erreur, on avait la page d'installation de WordPress. Okay. Parce qu'en fait, WordPress croyait qu'il n'avait pas été installé parce qu'il n'arrivait pas à accéder à la base de données. Enfin, bon, c'était assez rigolo. Et donc il y a une personne qui m'a aidé. On a mis plusieurs heures à rétablir le site. Et ensuite, on a dû prendre des mesures pour ne plus que ça arrive. Donc notamment, on a fait beaucoup de cache, on a mis beaucoup de choses en cache pour soulager la base de données. Pardon. J'ai augmenté mon forfait d'hébergement, etc. Et puis à l'automne, on a changé d'hébergeur, on a installé nous-mêmes WordPress et ça nous a permis de gérer beaucoup mieux le site et de gérer le flux. On a aussi maintenant un cache distribué avec un CDN. Et donc ça a permis, maintenant ça tient beaucoup mieux. Par exemple, j'avais fait un passage télé en novembre et il y avait jusqu'à 100 000 personnes connectées simultanément sur le site et ça a tenu. Donc, Et parce que c'est monté, est-ce que tu as souvenir de jusqu'à combien d'utilisateurs votre record sur une journée, c'est quoi environ? Sur une journée, je pense que c'est entre 200 000 et 300 000 utilisateurs distincts. Mais je pense vraiment le record le plus impressionnant, c'était cette émission-là où il y avait 100 000 personnes vraiment connectées en simultané sur le site. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et puis ça avait généré 8 millions de pages vues en 4 jours. Voilà, et aujourd'hui, on fait à peu près entre 10 et 15 millions de pages vues par mois. Enfin, en janvier, c'est ce qu'on a fait. Avec 1,2 million d'utilisateurs distincts uniquement sur le mois de janvier. Donc oui, une croissance exponentielle pour le site aussi. Et donc quand on a ça, alors c'est forcément lié à l'actualité, mais tu te dis c'est quoi comment tu vois la suite est-ce qu'il y a une suite à Covid Tracker ou alors désolé, mais on n'espère pas. Enfin, moi, j'espère pas. Mais par contre, est-ce que tu as d'autres idées de projets basés sur de l'open data ou des choses comme ça? Parce que quand on voit la réussite...
Oui, c'est clair. Alors il faut savoir que, d'ailleurs je tiens à rappeler que Covid Tracker on ne trouve pas de pub sur Covid Tracker, c'est à but non lucratif. Et le code est entièrement c'est open source, c'est-à-dire que chacun peut y accéder. Donc il n'y a vraiment pas de volonté d'être rémunéré via ce projet-là, parce qu'on considère que c'est des données d'utilité publique, et donc que chacun a le droit d'accéder à ces données-là. Mais en fait, finalement, vu l'histoire du projet, tout sur Covid Tracker a été improvisé. À aucun moment on s'est dit on va faire ça, on va faire telle fonctionnalité, etc. Ça s'est vraiment fait en fonction de l'actualité et pour répondre à des besoins. On avait vraiment envie que ça soit utile, on n'avait pas envie de faire des graphiques ou des fonctionnalités ou des outils qui ne soient pas utilisés. Et donc aujourd'hui c'est vraiment notre driver, c'est que ça serve à des gens au quotidien. Et donc finalement c'est très dur de prédire ce qu'on va faire à l'avenir dans le cadre de Covid Tracker ou en dehors, parce qu'en fait ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'actualité, ça va dépendre des problématiques. Typiquement, sur le Covid Tracker, on a commencé à faire un suivi de la vaccination fin décembre, le 27 décembre, le jour où Morissette s'est fait vacciner. Moi, je me suis réveillé le matin, j'ai vu Morissette se faire vacciner. Je me suis dit, mais en fait, comment on va suivre la campagne vaccinale ? Comment est-ce qu'on va voir quelle proportion de la population est vaccinée, à quelle vitesse ça va, quand est-ce que moi je serai vacciné en fonction du rythme actuel, etc. Je me suis dit ça, et en fait, le week-end, on a développé Vaccin Tracker, et on l'a sorti le dimanche soir. Et donc le vendredi juste avant, on n'avait pas du tout en tête de faire ça, c'était pas planifié. Et donc en fait j'aime bien ce côté improvisation, ce côté finalement ça nous permet aussi d'être extrêmement flexible parce que si on a une nouvelle donnée, si l'actualité change, si les gens ont une nouvelle problématique, ça nous permet en quelques jours d'être très réactifs et de sortir quelque chose. Donc pour moi c'est très difficile de prédire ce qu'on va faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ça va dépendre des problématiques, des nouvelles données, etc. Et puis en dehors du contexte de Covid Tracker, je pense qu'il y a plein de choses à faire en utilisant des open data. Il y a plein de domaines. Et donc là aussi, ça va dépendre de l'actualité, ça va dépendre de quand est-ce qu'on va fermer Covid Tracker aussi le plus rapidement possible, hein, j'espère. Mais bon, il y a 6 mois, je pensais qu'on le fermerait en juin. Et finalement, on en est là, on n'est pas prêt de le fermer. Mais donc oui, ça va dépendre de ce contexte-là et je préfère ne pas... je ne veux pas me fermer des portes. Donc c'est pour ça qu'en fait, quelque part, je me refuse de planifier et d'anticiper certaines choses. Ça va vraiment dépendre du contexte et de l'actualité. Et surtout qu'en plus, là, tu dis, t'en parles comme si tu faisais, entre guillemets, que Covid Tracker de toutes tes journées. Mais tout à l'heure, tu nous disais que tu avais... c'est notamment cette expérience-là qui t'avait permis de décrocher, du coup, ton premier job. Oui. Donc en fait, t'es pas full-time aujourd'hui sur Covid Tracker. Oui, c'est ça. J'ai un job la journée, donc je suis consultant chez Octo Technologies. Et c'est vrai que ça aussi, c'est rigolo parce qu'en fait, ils m'ont trouvé sur Twitter. Ils suivaient, certains employés d'Octo suivaient mon travail sur Twitter. Ensuite, ont vu Covid Tracker, étaient ça les a rendus curieux. Et donc, ils m'ont contacté. Ça m'a ensuite moi-même rendu curieux sur le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai atterri dans cette entreprise-là. Mais donc aujourd'hui, je suis consultant en data science. Et donc la journée, j'ai un métier, je travaille pour un client, et donc je continue de développer Covid Tracker, mais le soir, le week-end, il faut savoir qu'Octo est très flexible aussi, et il considère que c'est un projet d'utilité publique, donc il me libère aussi un peu de temps pour travailler sur ce projet-là. Mais c'est vrai que mes journées sont chargées. Je me dis toujours, je dormirai en 2022, quand l'épidémie sera terminée. Aujourd'hui, je l'ai aussi un peu évoqué, il y a 8 personnes qui m'ont rejoint, on est 9. Et donc ça aussi, ça me soulage beaucoup parce qu'on a quelques développeurs, une personne qui s'occupe de la communication, qui fait une newsletter, une personne qui maintient le modèle épidémiologique, etc. Et donc ça me permet aussi de libérer un peu de temps et de développer des fonctionnalités aussi que j'aurais jamais imaginées moi tout seul. Mais oui, c'est vrai que ça fait des journées des semaines assez chargées du coup. En tout cas, un grand merci pour cet échange. C'était hyper important de t'avoir avec nous sur ce sujet-là et d'avoir ce retour d'expérience sur Covid Tracker qui est, je trouve, qui est une histoire incroyable. Donc un grand merci à toi. Merci infiniment à vous, c'est un réel plaisir pour moi de venir ici dans vos magnifiques locaux pour parler de ce projet. Ça me fait plaisir de parler de ce travail, donc merci beaucoup pour l'invitation.